Bonjour à tous, nous vous souhaitons la bienvenue à ce webinaire que nous avons intitulé Boomer versus Génération X, Y, Z, la guerre des générations n'aura pas lieu. Alors, je me présente, je suis Christelle Carrette, je suis consultante chez Chronos. Donc, on est un cabinet de conseil à Lille. Le siège est à Lille et en fait, voilà, on intervient partout en France. Donc, je suis aujourd'hui accompagnée de Clémence, que vous ne voyez pas, qui sera notre modérateur, ainsi que Khalidou, qui est business développeur chez Chronos. Bonjour Khalidou. Bonjour Christelle, bonjour à tous. Alors, moi, j'ai 46 ans et donc je suis catégorisée dans la génération X. Et toi? Moi, j'ai 21 ans et je suis catégorisé dans la génération Z. D'ailleurs, Christelle, je suis désolé de te l'annoncer, mais j'ai piscine juste après, donc il va falloir vraiment finir à l'heure. D'accord, ok. Très bien. Alors, pourquoi ce titre, La guerre des générations n'aura pas lieu? Eh bien, parce que nous souhaitions prendre la parole pour clarifier le sujet de l'intergénérationnel. C'est vrai qu'on trouve beaucoup d'articles sur le sujet, on entend beaucoup de stéréotypes, puis aussi des études biaisées qui sont vraiment florissantes, notamment, par exemple, sur les attentes des générations. Alors, je vais vous donner un exemple. On peut lire, par exemple, que 64% des salariés de la génération Z sont attentifs à leur équilibre pro-perso. Mais finalement, quelle est cette information? Qu'est-ce que nous donne comme information cette statistique, Khalidou? Eh bien, pas grand-chose, car vous trouverez d'autres études qui démontrent, par exemple, que 66% des salariés, toutes générations confondues, mettent ce critère comme premier dans leurs attentes professionnelles. Bref, cette information n'a d'autre finalité que de nous induire en erreur et de nous laisser penser que c'est une spécificité de cette génération. Ce genre d'étude vient conforter les a priori que l'on peut avoir sur les différentes générations, par exemple l'a priori selon lequel il n'y a plus de valeur de travail. Oui, alors il paraît que déjà à l'époque de l'Égypte ancienne, le sujet était posé. Mais bon, il s'agit peut-être d'une légende. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le sujet des générations n'est pas un sujet nouveau et c'est même un sujet qui fait beaucoup parler. D'ailleurs, bon nombre de cabinets, de conférenciers font leur beurre sur l'intergénérationnel en enchaînant les stéréotypes, parfois même avec humour, mais avec une sorte d'inconséquence et puis un sens éthique très discret parfois. Il nous a donc semblé important de faire le point entre ce qui est de l'ordre des stéréotypes, qui n'ont aucun fondement scientifique, et des éléments factuels sur lesquels nous pourrons nous appuyer pour travailler en tenant compte des forces et des complémentarités des différents âges de la vie. Alors, au programme de ce webinaire, nous allons d'abord définir ensemble ce qu'est une génération. Génération, de quoi parle-t-on? Nous verrons d'ailleurs à quel point il est déjà assez complexe et bien d'apporter un cadre théorique clair et commun à cette notion. Nous verrons ensuite les fondements sur lesquels appuie la définition de chaque génération présente dans le monde du travail avec les stéréotypes à l'œuvre. Et enfin, comment travailler ensemble grâce à nos points communs, mettre des mots sur les risques de conflits intergénérationnels pour mieux s'en prémunir et utiliser nos complémentarités. Allez, c'est parti. Première partie, de quoi parle-t-on lorsque l'on parle de génération? Alors, nous pourrions définir une génération comme un ensemble d'individus nés pendant une même période. Ce sont, dans ce cas, des catégories d'âge. Mais parfois, on entend le contraire, c'est-à-dire une période durant laquelle sont nés des individus. Pourquoi? Parce qu'il arrive que ce soit l'histoire qui rythme les générations et non l'inverse. Dans ce cas, on ne parle pas de catégorie d'âge, mais de période. C'est pour ça qu'on entend parler de génération Mitterrand, Dolto, 68. Enfin, tu n'as pas connu tout ça, toi. Oui, c'est vrai, mais si on revient un peu sur le sujet des fameuses générations X, Y, Z, établir une analyse des comportements générationnels par le biais de cohortes démographiques présente plusieurs limites. Ça induit des préjugés et ça ne prend pas du tout en compte les caractéristiques propres à chaque personnalité, ni l'évolution de l'individu dans le temps. Les dimensions économiques, expérientielles, éducatives et même spatiales sont absentes, alors que on sait que grandir à Paris ou à Vesoul n'aura pas du tout le même impact sur notre vision du monde. Oui, et puis étudier les générations, eh bien, ça nécessite une grille de lecture psychosociodynamique. Alors, c'est un peu barbare dit comme ça, donc je vais préciser de quoi il s'agit. Psycho, eh bien, c'est certaines attitudes, finalement, qui sont souvent l'expression de besoins qui sont propres à chaque personnalité.
On sait aujourd'hui qu'il existe des facteurs génétiques qui déterminent une partie de notre vision du monde, certaines prises de décision également, etc., etc. Il y a également une grille socio, eh bien parce que les comportements sont aussi bien sûr influencés par l'environnement dans lequel l'individu a évolué et évolue encore. Dans quelle sécurité physique, psycho-affective j'ai grandi, dans quelles valeurs, dans quelles croyances, etc., etc. Et enfin, dynamique, parce qu'on doit également tenir compte du fait que les besoins et les comportements d'une personne évoluent dans le temps. Je n'ai pas les mêmes convictions, ni les mêmes besoins, ni la même expérience à 5 ans qu'à 60, et ça, c'est pas lié à la génération à laquelle j'appartiens. Voyons maintenant les fondements générationnels et les stéréotypes à l'œuvre. Allez. Les fondements générationnels. Alors, vous voyez à l'écran les périodes associées à chaque génération en présence dans l'entreprise. Alors, autant dire qu'elles sont relativement longues hein, et qu'il n'y a la plupart du temps aucun événement particulier associé au démarrage d'une nouvelle génération, à l'exception des baby-boomers qui démarrent après-guerre. Alors, le concept même de classer les personnes selon leur date de naissance dans une période aussi longue et imprécise pour tirer de grands enseignements est en soi un peu bancal et quelque peu hasardeux. Enfin, nous faisons partie de ces générations justement que nous sommes en train d'analyser. Donc, en plus de ça, c'est vrai qu'on a très peu de recul historique pour être précis sur ce sujet. Et puis, ajouter à cela, enfin, que les dates eh bien, ne sont pas figées et peuvent varier selon les écrits et selon les sociologues. Mais globalement, c'est ce que vous voyez à l'écran. Donc, on peut déjà voir que le cadre théorique est assez instable en soi. On peut imaginer que ce cadre théorique, même s'il est instable, est un même espace historique et social qui produit potentiellement des effets qui ont des points communs. Il y a des similitudes historiques quand même et sociales, certes, mais quelles conclusions et enseignements on peut réellement en tirer de ces similitudes? Eh bien, on va voir s'il y en a. Alors, on va passer rapidement sur ces fameux stéréotypes générationnels qui foisonnent dans les différents médias, tout ce qui est livres, conférences, formations, qui d'ailleurs prennent la précaution de vous dire qu'il ne faut pas tomber dans ces stéréotypes, surtout pas tomber dans ces stéréotypes. Les auteurs nous disent de faire attention, ne pas faire rentrer les individus dans des cases, ce qu'ils vous présentent, des règles immuables, ce sont des généralisations, à ne pas confondre. Mais apparemment, cela ne pose pas problème. Cela veut dire que nous généralisons, nous sommes approximatifs. Or, cela va à l'encontre de toutes les évolutions sociétales des dernières années qui nous enjoignent de sortir des stéréotypes de genre, de minorité, Oui. de religion. Mais malheureusement, on le fait toujours. Avec on le fait les toujours avec les générations. Tout le monde en prend pour son grade, donc personne n'est réellement touché au final. C'est ça, et ça va même plus loin, on en rit. Moi, j'ai vu des conférences où les conférenciers font de l'humour, et d'ailleurs, le public rit de bon cœur. Et j'ai même lu un article qui disait, j'ouvre les guillemets, « Si vous appartenez à la génération X et que vous vous identifiez plutôt aux millennials, eh bien, il n'y a rien de mal à cela. » Merci. Et nous brossons ici un tableau très grossier, je ferme les guillemets. Et si c'est un tableau très grossier, on peut quand même s'interroger sur l'intérêt de faire ce genre d'article. On va commencer par les baby-boomers. Allez, c'est parti. On va commencer par les baby-boomers. Ils ont eu, paraît-il, la vie facile et c'était des enfants gâtés parce que le chômage n'existait pas encore. Et d'ailleurs, selon Hippolyte Dalbis, le directeur actuel de recherche au CNRS, il nous dit que le niveau de vie et de santé est moins bon que ceux de leurs enfants. Il y a plus de chômage aujourd'hui, comme tout le monde le sait, c'est vrai. Mais il est malheureusement surtout présent chez les personnes non qualifiées et chez les seniors. C'est-à-dire que ces mêmes baby-boomers qui sont les personnes qui peinent le plus au final à retrouver un emploi lorsqu'ils sont au chômage. C'est vrai, et c'est aussi oublier que le plein emploi, eh bien, c'était vrai pour 50% de l'humanité. On oublie un peu vite que le taux d'emploi des femmes était quant à lui beaucoup plus faible qu'aujourd'hui. C'est vrai. Autre élément important, les bacheliers à l'époque représentaient 11% des salariés seulement, et pour les autres, eh bien, les emplois étaient beaucoup plus durs et les conditions de travail physiques bien plus pénibles qu'aujourd'hui. D'ailleurs, l'espérance de vie a augmenté de 20%, c'est quand même très important depuis les années 60. Alors bien sûr, ce n'est pas lié que aux conditions de travail, mais bien sûr, ça en fait partie. Et puis, le confort de vie était bien différent de ce que vivent les jeunes d'aujourd'hui.
On va voir les éléments factuels maintenant. Voyons les éléments factuels dans lesquels ont grandi ces mêmes baby-boomers. Déjà, les enfants nés juste après la guerre sont nés dans un pays dévasté, divisé, traumatisé par la perte de plus de 600 000 personnes. Le pays mettra 10 ans à se relever avec une instabilité politique très importante en France. Et comme vous savez, les Français ont été rationnés. Sur le plan économique, c'est le plein emploi. Oui, alors voici justement quelques stéréotypes associés aux baby-boomers. Donc, ils se sentent particulièrement concernés et engagés dans leur entreprise, au point qu'ils ne comptent pas leurs heures. Les valeurs qui les animent sont l'engagement et l'honnêteté. En revanche, ils sont assez stressés face aux nouvelles technologies. Par ailleurs, ils ont été habitués à un management paternaliste. Donc, ils ne contestent pas l'autorité. D'ailleurs, on le voit très bien sur la photo qui illustre cette slide. Ils ont peu de conscience écologique et ont une part de responsabilité dans la situation actuelle et dans la dette. Alors, si vous connaissez d'autres stéréotypes, eh bien, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. N'hésitez pas. On va passer à la génération X, du coup, ta génération, Christelle. Oui. Elle est appelée Baby Bust. Pourquoi ? C'est en raison du faible taux de natalité, à titre comparatif de la période du baby boom, tout simplement. Ce n'est que plus tard que le terme génération X a été adopté. Alors que vous êtes la génération sacrifiée, silencieuse, et vous n'êtes pas très drôle, quoi. D'accord, c'est sympa. Je vais quand même prendre quelques faits, du coup. On va commencer par les faits historiques et sociaux. Du coup, c'est la fin de la guerre froide, il faut prendre ça en compte. Mais vous avez vécu un déclin social sur le plan écologique, des marées noires, des accidents nucléaires, et puis il y a eu le sida aussi. Les familles ont commencé à se disloquer avec de plus en plus de divorces. Ah, oui. Pour la partie du contexte économique, il y a eu les chocs pétroliers, des crises économiques et le chômage. Et enfin, déjà que c'était pas mal, pour le contexte professionnel, des parcours professionnels en dents de scie, un management plus participatif en entreprise, mais avec une forte pression économique et un frein de salaire. Oui, alors il y a quand même eu des bonnes choses aussi, parce qu'on a recueilli d'abord les fruits des luttes sociales de nos parents. Les femmes ont pris leur place dans le monde du travail. Et puis, il y a eu SOS Racisme, il y a eu rock'n'roll, il y a eu la contre-culture. Enfin voilà, il y a eu plein de bonnes choses aussi. C'est vrai, mais il y a quand même pas mal de stéréotypes qui sont associés à ta génération. Oui. Votre carrière est une priorité. Vous avez tendance à moins bien vous adapter aux changements et aux nouvelles situations que la génération suivante, du coup la Y et la Z. Vous avez aussi une difficulté vis-à-vis de la perte de votre emploi. Vous vivez dans ce traumatisme au quotidien. Vous avez une attitude égocentrique, individualiste et sarcastique. Une vision sceptique et pessimiste du monde. Et d'ailleurs, d'après Pôle emploi, vous êtes décrit comme respectueux des règles. Bon, ça, on ne peut pas vous l'enlever. Et de la hiérarchie. C'est déjà ça. Vous êtes fidèle à votre entreprise et cela même si vous n'aimez pas le travail que vous faites. Ok, eh bien si vous connaissez d'autres stéréotypes, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. C'est ça. Allez, on passe à la génération Y qui a le record des stéréotypes sur Internet. Le contexte historique et social, eh bien, ce sont les premiers digital natives. Il y a également la libre circulation en Europe. Concernant le contexte économique, eh bien là, la crise est bien installée. Concernant le contexte professionnel, on est sur du management participatif. Et là, il y a une véritable remise en question des normes et de la hiérarchie. Le manager, maintenant, doit faire ses preuves. Les galons ne suffisent plus. Pour ce qui est des stéréotypes associés à la génération Y, tout d'abord, c'est le besoin de sens au travail. C'est vraiment la thématique qui sort le plus. Donc, il semble que les autres générations en ont moins besoin. Ok. Il y a peu de sentiments d'appartenance et des difficultés à se projeter à long terme, on va dire. Ils font preuve d'opportunisme, c'est pas mal. Ils dissocient la vie pro et la vie perso, mais certaines littératures attribuent ce comportement plutôt à la génération X, du coup à ta génération. Enfin, c'était une génération zapping, gâtée, individuelle, inventive, interconnectée. Les générations Y s'informent principalement sur Internet, ne lisent pas et font des fautes à cause de cela. Ah, d'accord. Ils veulent tout immédiatement. Pour les fautes d'orthographe, si vous pensiez d'ailleurs
Que c'était parce que le niveau de l'éducation nationale avait baissé? Eh bien non, apparemment, ce n'est pas du tout à cause de ça. C'est à cause d'Internet. On va passer à la meilleure des générations, du coup, la génération Z, la mienne, de 2000 à 2012. On est aussi appelé génération silencieuse, donc c'est le premier point commun avec la génération de Christelle. Genre, on n'est pas très revendicatif, quoi. On est aussi appelé la génération zapper. Alors, le contexte historique et social, eh bien, c'est bien sûr les réseaux sociaux, l'éco-anxiété et puis la pandémie. Le contexte économique, c'est la mondialisation complète, l'instabilité, l'incertitude et la complexité. Le contexte professionnel, eh bien, c'est le développement du travail hybride. Alors, bien sûr, c'est pour certains uniquement, hein, ne l'oublions pas. Et puis, c'est aussi eh bien l'émergence du travail collaboratif et de la marque employeur et de la RSE. Comme toutes les générations y sont passées, on va aussi passer par les stéréotypes associés à notre génération. Donc, il y a la communication, la collaboration, la connexion, la créativité. On est quand même une génération hyper connectée, réticente à l'engagement dans une entreprise, et on a un besoin d'autonomie et de flexibilité. On est un peu multitâche plutôt, un Bon, peu ça les va, c'est couteaux plutôt sympa. suisses des générations. Bon, c'est sympa. C'est sympa, ça va, hein. Enfin bon, il y a quand même le conférencier Simon Sinek hein, qui a dit que tous les millennials sont quand même narcissiques, matérialistes et désinformés. Bon, ok, boomer. Hein. Ah ben c'est pas un boomer, il est de la génération X. Bon, c'est pareil au final. Ah ben merci. Bon, allez, on continue avec 43% d'entre eux qui veulent créer leur propre entreprise. Donc, c'est pas mal. Donc, la conclusion est que la génération Z a beaucoup plus l'esprit d'entreprise que les générations précédentes. La création d'auto-entreprises a connu un record en 2021 avec près d'1 million de créations d'entreprises pour la moyenne d'âge qui est de 35 ans. Donc, au final, qui n'est pas de ma génération. Pas vraiment. Nous sommes confrontés à l'anxiété financière, au manque d'équilibre entre la vie pro et la vie perso, et à des niveaux de stress très élevés. Ah mais c'est que pour ça, vous? C'est que pour vous? Il faut croire que oui. Ah d'accord, ok, très bien. Alors, quand on parle de stéréotypes, on ne parle pas de faits objectifs. Un stéréotype, c'est une idée, une opinion toute faite, acceptée sans réflexion et répétée sans avoir été soumise à un examen critique. Par exemple, le fait que les baby-boomers n'ont pas grandi avec Internet, ont appris à apprendre dans des livres, ça, c'est un fait. Se dire qu'à cause de cela, le baby-boomer n'a forcément pas d'appétence pour les nouvelles technologies, c'est un stéréotype. Le risque en manageant à partir de stéréotypes, eh bien, c'est de justement avoir un management différencié, donc qui divise au lieu de réunir, qui communautarise au lieu d'universaliser et qui enferme les collaborateurs dans leurs stéréotypes au lieu justement de les en libérer. Une fois que les stéréotypes sont posés, on a quand même un biais cognitif dont on parle assez régulièrement. C'est le biais de la confirmation. Le biais de confirmation consiste à privilégier les informations qui confirment ce que je pense, ce que je crois surtout, oui. aux informations qui viennent les contredire. Concrètement, qu'est-ce que... Alors, 2 exemples. Mon collègue est baby boomer. Mon a priori, c'est il est âgé, il est un peu lent, il croit tout savoir mieux que moi, il est has-been sur tout ce qui est technologie, par exemple. Par contre, Christelle, je t'arrête. Has-been, ça se dit plus du tout de notre époque. Voilà. Ah bon ouais. Comment on dit maintenant? On va être plus amené à dire old school. Bon, d'accord. Alors, du coup, il est old school. Voilà. Donc voilà, j'ai mon a priori sur mon collègue. Lors d'un atelier, voilà, il y a un travail particulièrement difficile qui lui est demandé, voilà. Et en fait, sous stress, eh bien, mon collègue va perdre ses moyens. Et donc, comme il perd ses moyens, moi, au lieu de me dire, bah, effectivement, il était face à un travail difficile, eh bien, je risque en réalité de venir confirmer mon a priori qu'il est lent, qu'il est old school. Voilà. Autre exemple, j'ai un gros a priori sur ma collègue si présente. C'est pas un exemple, hein. Elle est individualiste et je peux pas du tout lui faire confiance. Je suis pas du tout franc avec elle, je me méfie, je garde les informations pour moi du coup, et elle va s'en plaindre. Je vais donc confirmer encore une fois mon a priori. Tu peux pas me faire confiance. C'est terrible. Alors, ces études, articles, conférences ont tendance, bien sûr, à nous apporter des réponses toutes faites qui peuvent nous aider à réduire la complexité, la diversité des individus. Et c'est vrai que ça peut être tentant, surtout en milieu professionnel où on est condamné à travailler ensemble.
Donc, selon Jean Pralon, qui est psychologue et chercheur en gestion des ressources humaines, eh bien, certains voient les conflits intergénérationnels comme un défi majeur de l'entreprise. Et ça, on le voit surtout dans la littérature managériale. Parce qu'en revanche, dans la littérature scientifique, eh bien, il est précisé d'ailleurs que les attentes en matière de carrière sont quasiment les mêmes. Et de manière plus générale, eh bien, les valeurs ne diffèrent pas tant que ça. D'ailleurs, je pense que lorsque ma génération, ou même moi-même, on atteindra les 60 ans, on se posera sûrement la question de si c'était mieux avant. Et d'ailleurs, je pense que les baby-boomers, à l'époque où ils avaient 20 ans, je pense qu'ils se posaient la question de faudrait qu'on change le monde, qu'on change l'actualité, quoi. Ben on oui. est tous passés par là, quoi. Exactement. Enfin, pour illustrer ces éléments, voici quelques études qui démontrent à quel point les différences de perception entre générations sont anecdotiques. Il y a une enquête passionnante qui a été réalisée par l'agence Grand Récit et qui nous donne quelques informations. La grande majorité des personnes interrogées, tout âge confondu, pensent qu'il n'y a pas plus de sacrifices ou de difficultés d'une génération à l'autre. Alors bien sûr, il y a un effet de prisme qui influe un peu, comme vous le voyez, sur les résultats. Mais à la question, la jeunesse d'aujourd'hui est-elle une génération sacrifiée? On voit qu'effectivement, la jeunesse d'aujourd'hui répond le plus positivement, mais ce n'est pas une majorité. De la même manière, il y a un consensus assez fort sur le besoin de solidarité. Il y a aussi un effet de prisme. La réponse est conditionnée par le fait d'être concerné directement ou non par la question posée. Mais globalement, il y a un vrai consensus sur la solidarité nationale envers les jeunes et les personnes âgées. Là aussi, il y a un écart statistique de 10% environ. Une majorité des personnes interrogées, quel que soit leur âge, pensent que le déterminisme social n'est pas une fatalité. Enfin, même les préoccupations environnementales et leurs conséquences, réchauffement climatique, biodiversité et autres, sont partagées de manière unanime. Certaines divergences plus importantes peuvent exister sur des questions sociétales comme les croyances, les pratiques religieuses, la gestion des minorités. Mais cette étude nous montre quand même que, globalement, les valeurs humanisme, sociétales et environnementales sont partagées par les différentes tranches d'âge. Les divergences principales et les plus caractéristiques sont corrélées essentiellement au niveau de vie, au niveau de diplôme et par extension aux opinions politiques. Et sur le travail alors? Sur tout ce qui est travail, alors il y a 56% des salariés de tout âge qui se disent prêts à gagner moins d'argent pour avoir plus de temps libre. Okay. En regardant un peu de plus près, là aussi, ce n'est pas question de génération. La clé d'entrée serait plus de prendre en compte l'évolution des besoins. C'est bien l'époque que nous vivons qui est associée éventuellement à un âge et à une condition personnelle. Cela veut dire que ça ne concerne pas forcément la génération Z, mais bien toutes les générations. Même si les occupations seront probablement différentes. Alors, c'est vrai qu'en 2022, donc, il y a 1 salarié sur 2 qui éprouve une difficulté psychologique. Chez les jeunes actifs de 18 à 24 ans, ce chiffre monte à 6 salariés sur 10, donc 23%, qui déclarent se sentir très mal. Alors, c'est un chiffre très alarmant, bien évidemment, mais malheureusement, ce chiffre est globalement partagé. Le bien-être mental préoccupe les salariés, tout métier et tout âge confondu. Et enfin, pour 94% des salariés, se sentir bien dans son travail permet de se sentir bien dans sa vie en général. Pour l'entreprise, il est indispensable de faire du bien-être mental une priorité. C'est vraiment à prendre en compte. Les salariés français se disent en faveur d'actions concrètes pour repenser les modèles managériaux. 85% d'entre eux déclarent que l'amélioration du bien-être mental au travail renforcerait leur fidélité à l'entreprise. 86% des salariés affirment aussi que leur motivation serait renforcée si leur entreprise mettait en place des actions concrètes. Et 86% des salariés considèrent aussi l'entreprise responsable de leur bien-être mental. C'est quand même assez énorme. Là aussi, les attentes en termes de qualité de vie sont les mêmes en soi. Maintenant que nous avons tenté de sortir des stéréotypes générationnels, voyons maintenant concrètement comment faire travailler les différents âges ensemble en traitant les points de friction éventuels. Ok, alors un chiffre important, c'est que les conflits intergénérationnels sont évoqués dans 72% des entreprises interrogées par l'Observatoire du management intergénérationnel.
Donc, quelque part, même si la littérature scientifique est plus optimiste sur la vision intergénérationnelle, il se pose, semble-t-il, des questions de terrain. On va commencer par regarder quelques sujets qui peuvent être source de tension. Ils ne sont pas du tout exhaustifs, mais assez récurrents. L'usage des technologies, c'est évident que les nouvelles technologies sont plus l'apanage des nouvelles générations pour des raisons assez évidentes. Personnellement, et même notre génération est née avec. On a joué avec, on s'est informé, on a appris et on a surtout travaillé avec. Il peut bien sûr y avoir un impact plus ou moins important selon les contextes et les métiers. Mais il peut s'agir d'une réelle source de tension pour les seniors qui peuvent se sentir en décalage quand ils ne se sentent pas carrément discriminés avec une forme de pression et une peur d'être à la traîne et moins performants. Peur d'être old school, quoi, c'est ça? C'est ça, tu t'es approprié le mot, c'est totalement ça. Les modes de communication peuvent aussi poser problème dans le sens où les entreprises utilisent de plus en plus de moyens diversifiés comme les mails, les SMS, le chat, les réseaux sociaux, les drives partagés. Donc ça fait quand même pas mal d'outils. Alors, le fait aussi d'être managé par un plus jeune. Et oui, bon nombre de jeunes managers qu'on a en formation nous expliquent à quel point cela peut être difficile parfois pour eux d'avoir dans leurs équipes des collaborateurs plus âgés. Alors, soit parce qu'ils ne sont pas légitimés par ces collaborateurs, ils sont testés, ils sont mis à l'épreuve, etc. Soit parce qu'ils ne se sentent pas eux-mêmes suffisamment légitimes, donc ils n'osent pas, ils ne s'affirment pas ou ils ne s'affirment pas bien, ce qui peut générer des tensions et des difficultés managériales qu'on attribue à l'intergénérationnel. Et puis, il y a les inégalités salariales qui sont régulièrement évoquées. Donc, les questions d'ancienneté, d'expérience, de diplôme, de compétences inégales, etc., qui peuvent générer des sentiments d'injustice. Pour le jeune diplômé qui arrive, qui trouve injuste d'être peut-être moins bien payé qu'un collaborateur plus ancien, mais moins qualifié, ou l'inverse, voilà, un senior qui ne comprend pas pourquoi un jeune diplômé a un salaire plus important que le sien. On va regarder quelques conseils et pistes qu'on peut vous proposer pour éviter certaines tensions intergénérationnelles, pour permettre aussi à chacun de trouver sa place et utiliser les complémentarités dans une logique de bien-être et de performance. Alors, la première chose, c'est de poser le sujet de l'intergénérationnel au sein des équipes sans le craindre, leur permettre d'échanger librement. Alors, ça peut se faire, par exemple, dans le cadre d'un séminaire, d'une réunion, etc., pour pouvoir faire émerger les stéréotypes et les représentations liées à l'âge. Stéréotypes et représentations qu'ils ont des autres, mais aussi dont ils souffrent eux-mêmes. Et bien sûr, échanger aussi sur ce qui les rassemble et sur ce qu'ils ont en commun. Et puis, créer une culture commune qui est évidemment le ciment d'une organisation. C'est partager une vision et des valeurs communes, des règles du jeu et des codes communs, proscrire certaines pratiques, certains discours délétères, par exemple. Et puis, ce qui rassemble, c'est un passé, un présent et un futur qui soient communs. Et pour cela, il n'y a rien de tel qu'un projet d'entreprise fort qui soit partagé, relayé et animé par le management. Exactement. Enfin, c'est mener des actions concrètes autour de 3 dimensions essentielles pour vos salariés et pour l'entreprise. Ces 3 dimensions, c'est la santé, les compétences et l'engagement avec 2 acteurs essentiels que sont les RH et le management. Commençons par la santé, physique et mentale. Pour les RH, c'est d'abord favoriser l'équilibre pro-perso puisqu'on a vu qu'il concerne tous les âges, avec des vigilances sur les heures travaillées, les accords de télétravail, le droit à la déconnexion, la semaine de 4 jours, etc., etc. C'est aussi une prise en compte de la santé physique des seniors. Le vieillissement des salariés ne doit pas être un tabou. Ce qui pose problème, en réalité, ce n'est pas le vieillissement, mais c'est bien le regard que l'on porte sur lui. Moi, je porte des lunettes parce que, après 40 ans, la vue périclite irrémédiablement, et ça, c'est la vie. Et il n'y a pas à le cacher. Au contraire, il est important de pouvoir tenir compte de la santé physique des salariés. Alors, comment faire ? C'est s'assurer que le travail est toujours possible dans les mêmes conditions. Est-ce qu'il faut aménager le poste, trouver des solutions ensemble ? Mais pour cela, il ne faut pas avoir peur d'évoquer le sujet clairement.
Enfin, c'est former les managers à ce qu'on appelle le management responsable pour prévenir les risques psychosociaux ou au moins sensibiliser l'ensemble des équipes managériales à ces sujets. Pour ce qui est du management en termes de santé, il est pleinement acteur de l'équilibre de la vie pro et perso et doit prendre ses responsabilités sur ce sujet. C'est aussi pouvoir proposer aux salariés d'âge différents de s'organiser ensemble pour gérer leur temps de présence. Par exemple, un salarié avec un enfant sera ravi de pouvoir partir plus tôt. Éventuellement, Et un salarié de 60 ans préférera peut-être avoir une pause déjeuner plus longue. Au lieu c'est d'être sur possible. des cadences égales, il peut aussi y avoir des services rendus, des concessions possibles pour favoriser la collaboration au final. Oui, dans l'aménagement, effectivement, du temps de travail selon les besoins des uns des autres. En tout cas, ça peut être une belle opportunité Clairement. de collaborer, voilà, et de se rendre des services. Concernant les compétences, l'objectif est de garantir l'employabilité à tout âge. D'abord, parce que c'est évidemment une obligation légale. C'est aussi tenir compte des évolutions de carrière possibles. Et puis, l'autre enjeu, c'est de favoriser la transmission des savoirs et des savoir-faire. Donc, pour les RH, c'est d'abord avoir un plan de formation équitable et pour tous. Ce n'est pas parce que j'ai 58 ans que je suis en dernière sur les besoins de formation. Ça va être plutôt lié aux besoins que je vais avoir, évidemment, sur mon poste. C'est aussi pouvoir anticiper et aménager les fins de carrière pour valoriser justement les acquis et les compétences des seniors. C'est aussi avoir une cartographie bien précise des compétences en présence pour pouvoir recruter efficacement et aussi identifier les compétences transférables indispensables à transmettre des seniors aux plus jeunes. Enfin, c'est aussi pouvoir développer la mobilité pour les jeunes parce qu'on va voir qu'il y a un véritable enjeu de fidélisation autour de ces nouvelles générations. Pour ce qui est de la partie management pure, on va vous proposer de développer la mixité dans les projets, notamment en associant des générations différentes en binôme sur des projets. C'est un peu ce qu'on fait là, en soi. Bah oui, c'est exactement ce qu'on fait là. D'ailleurs, je connais des entreprises où, sous prétexte que les outils de gestion de projet utilisés sont complexes, on exclut directement les salariés seniors. Oui. Et pire encore, les nouveaux projets ne leur sont même pas proposés dans certains cas. Oui, et c'est d'ailleurs parfois avec toutes les bonnes intentions du monde. C'est-à-dire qu'on se dit, ben tiens, un tel, voilà, il n'est pas trop à l'aise sur ses outils, ben, du coup, on ne va pas lui proposer Directement. de travailler sur ses projets. Oui. En gros, c'est laisser un peu les experts tranquilles et vous concentrer uniquement sur les personnes qui en ont besoin. Là aussi, il n'est pas question d'égalité, mais plutôt d'équité. Oui, c'est adapter son accompagnement au niveau d'autonomie. C'est ça. Oui. Je trouve que pour finir, on pourrait dire que privilégier les tutorats, il n'y a pas qu'à 40 ans qu'on peut le faire. Mhm. On peut transmettre ou être tuteur sans avoir 40 ans. Oui. Le tutorat se fait à tout âge. Vous pouvez privilégier aussi les missions ponctuelles par domaine d'expertise. Oui, on n'y pense pas souvent, mais c'est aussi un moyen de le faire. C'est-à-dire que oui, ce n'est pas privilégier forcément l'expérience, mais plutôt le domaine d'expertise et proposer des missions ponctuelles. Et enfin, troisième élément, voilà, susciter l'engagement de tous, notamment la fidélisation des jeunes et le maintien de l'engagement dans la durée pour tous. D'abord, pour les RH, c'est être clair et transparent sur sa politique de rémunération. Également, recruter des seniors, c'est un élément capital parce que si l'entreprise le fait, c'est que la culture intergénérationnelle dans l'entreprise est posée et assumée. Et aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas le cas dans bon nombre d'entreprises et les chiffres du taux de chômage des seniors est alarmant. Pour le management, c'est développer la mixité en binôme sur les projets. C'est exactement comme pour le développement des compétences. Si je suis senior, moi, je vais transmettre avec beaucoup de générosité mes connaissances parce que voilà, j'aurais envie aussi de laisser une trace et de faire réussir les futures générations et les personnes qui vont me succéder. J'aurais vraiment à cœur de le faire. Mais pour cela, je dois être reconnue pour ma valeur. Moi, je possède la connaissance.
La connaissance, c'est un pouvoir, et c'est un pouvoir que j'ai sur l'entreprise, un pouvoir que j'ai sur le système. S'il n'y a que cette connaissance qui me permet d'avoir ma place au sein d'un système, eh bien, il y a de grandes chances que je fasse en sorte de la conserver bien précieusement. Si au contraire, il y a une acceptation inconditionnelle de qui je suis, s'il y a une valorisation de mon expertise, s'il y a une reconnaissance, alors je partagerai mes connaissances sans rétention. Pour l'engagement, de plus en plus, il va être nécessaire d'avoir ce qu'on appelle un management individualisé, c'est-à-dire qu'au lieu de gérer et de manager par l'intergénérationnel, eh bien, l'idée, c'est d'aller à la rencontre de mes collaborateurs qui auront chacun leur propre moteur et leurs propres besoins. Pour résumer, un management individualisé, c'est-à-dire un accompagnement adapté au niveau d'autonomie de chacun, une connaissance des moteurs de chacun, mais aussi un cadre de vie, des règles communes identiques pour tous. C'est favoriser les opportunités de partage, de relations, de transmission de connaissances avec des projets et même de tutorat intergénérationnel. C'est aussi fidéliser les jeunes. Ce n'est pas ma génération qui est peu engagée en soi, c'est le contexte qui le permet. Personnellement, j'ai pas d'enfant, j'ai pas un gros crédit de maison, on m'offre des opportunités ailleurs, plus intéressantes, je m'en vais directement. Oui. Favoriser la transmission par les seniors, par une attention portée à leur santé et par la valorisation de leurs atouts, la connaissance de l'entreprise, leur expérience, des réussites et des échecs, les enseignements des erreurs commises, l'optimisation du temps sur certains process et l'adaptation face à des situations déjà rencontrées. Oui, et enfin, mettre en avant, animer et faire vivre le projet commun pour que chacun puisse trouver sa place dans l'édifice à contribuer à sa construction. C'est privilégier en pratique ce qui rassemble les individus, c'est-à-dire le projet commun. Notre humanité a 2 millions d'années. Les fourmis en ont 400 millions. Alors, c'est leur complémentarité qui leur ont permis de survivre. Et si elles ont réussi à se maintenir aussi longtemps, eh bien, c'est que les règles du vivant étaient respectées. Chacun a sa place dans leur société. Eh bien, pour une entreprise, c'est pareil. Chacun doit se sentir respecté et utile au projet. Malheureusement, on va devoir terminer ce webinaire par une réflexion qui nous est animée en préparant ce webinaire. Pourquoi on termine ce webinaire? Eh ben voilà, c'est ça, la piscine, je dois y aller, moi, voilà. Donc on va finir ça rapidement. Les conflits intergénérationnels ne sont-ils pas finalement qu'une illustration parmi d'autres de notre intolérance ou de notre peur à la différence? L'entreprise est une formidable opportunité de rassembler les individus de tous âges, genres, couleurs, conditions autour d'un projet commun. C'est l'opportunité de rencontrer une diversité que l'on n'aurait probablement moins l'occasion de côtoyer dans notre vie perso en soi. Exact, oui. Accepter la différence, c'est aussi garantir des relations positives dans la durée et c'est un gage de bonheur. Et oui, et en observant le quotidien de 724 femmes et hommes pendant 75 ans, il y a des scientifiques de l'université d'Harvard qui se sont penchés sur la recette du bonheur. Et en fait, leur verdict est tombé fin 2015. Et il semble que ni la richesse, ni la célébrité ne suffiraient à rendre quelqu'un d'heureux. Alors ça, on s'en doutait déjà un petit peu. La qualité des relations, en revanche, garantit le bonheur, mais pas que. Ça garantit aussi la santé et la mémoire. En bref, on vit plus longtemps et plus heureux lorsque l'on a de bonnes relations avec notre entourage. Voilà, et c'est la fin de ce webinaire. Et puis, il nous reste à vous souhaiter un excellent week-end. À bientôt. À bientôt, au revoir. Merci. Au revoir.